Agoroscopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien bonjour à tous, invité par la section du PCF de Grasse à participer à la fête du château à Nice pour y tenir une conférence débat autour de son livre Le fil rouge paru aux éditions Delga. Gilda Landini a raconté à travers la vie de sa famille et de son engagement le combat de la résistance italienne, mais pas seulement. Gilda Landini a mis 10 ans pour écrire son livre, mais la nôtre aussi, celle des milliers d'émigrés qui ont contribué à la grandeur de la France à une époque peu reluisante entre le pétainisme et la collaboration. Gilda Landini, historienne, sera dans quelques instants notre invitée au micro de Charlotte Moreno. Johan Leprinchard à la réalisation technique de cette émission. À tout de suite. Gilda Landini, historienne et auteure du livre Le fil rouge, paru récemment aux éditions Delga, raconte au micro de Charlotte Moreno la genèse de son livre. Alors en réalité, au départ, je voulais faire une thèse sur les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, puisque je suis historienne. Et je voulais montrer effectivement que ces gens-là, avant de rentrer comme ça, de s'engager dans la résistance, de risquer leur vie comme ils l'avaient fait, c'est parce qu'ils avaient eu une histoire précédente, que ce soit les Italiens, que ce soit les Hongrois, les Polonais, etc. C'est leur histoire qui les avait portés à s'engager. Et bon, une thèse, je me suis dit, personne ne va la lire. Donc, puis bon, j'aime l'écriture, j'aime le roman, j'aime effectivement faire ressortir aussi à la fois leur vie romanesque et leurs sentiments. C'est pour ça que j'ai choisi le roman, parce que le roman me permettait d'en dire bien plus que ne m'aurait permis de le faire une thèse. Et donc j'ai voulu raconter à la fois leur vie précédente, l'engagement dans la résistance, les moments de sociabilité qu'ils avaient connus, leurs souffrances avant d'arriver, que ce soit les Polonais d'ailleurs, parce que voilà, mon père était ami avec au sein des FPPMOI, il y avait beaucoup de juifs polonais, juifs hongrois, etc. Et c'était tous des gens qui avaient une sensibilité très fortement à gauche, pour ne pas dire communiste. Je pense au papa de Jean-Jacques Goldman, qui était un des amis de mon papa à moi, et donc avec qui ils ont combattu. Ils ne faisaient pas partie des FPPMOI, mais ils ont tout de même combattu ensemble. Et donc je voulais raconter cette histoire sous cet angle-là, et puis montrer à la fois leurs sentiments, leurs peurs, leurs souffrances et leurs espoirs. Vous avez fait cela grâce à des archives. Comment vous avez fonctionné? Alors, je suis partie d'abord des récits de mon papa qui a une mémoire absolument exceptionnelle, va-t-on dire. Et puis ensuite, j'ai fait, comme pour une thèse, 10 ans de recherche dans les archives. J'ai fouillé les archives de Toscane, puisque c'est là que mon grand-père est né et a connu ses premiers combats. Jusqu'à la montée, à l'arrivée du fascisme au pouvoir pratiquement. Puis ensuite, j'ai fouillé dans les archives lyonnaises, puisque le combat des FPPMOI auquel mon père a appartenu et mon oncle a appartenu se trouve sur Lyon, et puis sur la Côte d'Azur aussi, puisque voilà, il y a les archives de la police, des RG, etc. Et donc j'ai retrouvé pas mal de documents. Donc ça m'a pris 10 ans de recherche archivistique. L'histoire, elle part d'Aristide Landini qui lui-même refusait l'oppression, et cela a fait de lui un révolutionnaire. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous continuez ce combat peut-être d'une ampleur différente? Eh bien, écoutez, pour ne rien vous cacher, j'ai présenté mon roman tout d'abord à toute une série de grandes maisons d'édition. Ils m'ont tous dit que ça ne faisait pas partie de leur ligne éditoriale. Et l'une d'entre elles m'a carrément dit que mes personnages étaient en quelque sorte trop caricaturaux, qu'il manquait d'hésitation, de trucs comme ça, qu'ils s'engageaient trop, et puis voilà, que j'aurais dû critiquer leurs opinions politiques. Or, ça m'est totalement impossible. C'est leur sang rouge qui coule dans mes veines. Et moi-même, aujourd'hui, à ma façon à moi, on va dire, je reprends le flambeau, d'abord par l'écriture de cet ouvrage, et puis parce que je suis moi-même militante, que moi-même je participe aux manifestations, j'écris pas mal d'articles d'histoire, en particulier des histoires relatant les grands épisodes révolutionnaires de l'histoire de France, qui n'apparaissent plus du tout, on va dire, dans nos manuels d'histoire. L'histoire est enseignée de telle façon qu'effectivement, tous les grands mouvements révolutionnaires sont gommés, en quelque sorte, ou aplanis.
comme si c'était juste une évolution dans un cours, dans un processus démocratique. Or, ces gens-là se sont battus pour que la France d'aujourd'hui soit souveraine, démocratique, sociale. Et malheureusement, nous ne sommes plus du tout dans une France qui est ni souveraine, puisqu'on ne commande plus rien, tout se passe à l'Union européenne, encore moins démocratique et surtout pas sociale, vu les combats qui sont portés contre, aujourd'hui, on ne va pas appeler ça le prolétariat, plus personne ne se considère comme prolétaire. Et malheureusement, effectivement, bon nombre le sont encore. Donc mon combat, oui, continue comme le leur. Et donc vous parliez de la façon d'enseigner aussi, donc c'est important de connaître l'histoire pour comprendre le monde d'aujourd'hui et cela est possible notamment grâce à ce genre de livres. Comment les intéresser plus à l'histoire? Est-ce que vous pensez que les jeunes liraient votre livre par exemple? Je ne sais pas s'ils liraient mon livre, mais je sais que j'ai eu beaucoup d'appels parce que j'avais fait une conférence à la Sorbonne justement sur ce livre et que ceux qui ont vu cette conférence sur Internet sont venus me demander de venir de ci, de là, refaire cette conférence. C'est le cas du château, justement, samedi, mais sont venus me demander de faire cette conférence et de reparler de ce livre, de reparler de ces combats, de reparler de cet engagement dans différents endroits. Donc oui, effectivement, je peux constater, moi, à chaque fois que j'en parle, l'intérêt tout d'un coup que les jeunes ont. Maintenant, la lecture, ça pose un autre problème pour notre jeunesse et qui n'est pas en rapport, va-t-on dire, avec le bouquin lui-même qui est gros, mais par le fait de la difficulté qu'ont tous nos jeunes à appréhender de gros livres de lecture. Mais ça, c'est encore un autre problème de notre misérable enseignement public aujourd'hui, malheureusement. Là, le problème, il est immense et énorme. Ça a commencé il y a fort longtemps maintenant. Dans les années 70, on a eu fin des années 70, toute une série de nouveaux historiens qui ont pris parti effectivement petit à petit pour entreprendre une véritable, entre guillemets, contre-révolution historique. Ça a commencé avec Furet, et il y en a eu tout un tas d'autres qui se sont mis à la remorque pour changer complètement la vision de l'histoire. Je dirais pas négationniste, mais presque. Vous me direz, Furet, il avait touché 470 000 $ par une fondation américaine qui s'appelait Olin et dont le patron avait dit mais je ne vois pas pourquoi je donnerais des sous à des gens qui vont détruire la société qui contribue à m'enrichir. Donc voilà, donc s'il a touché 470 000 $, Furet, c'était pas pour dire du mal effectivement des grands patrons. Et donc les autres se sont engouffrés dans cette brèche anti-révolutionnaire. Furet a cassé la révolution française, la révolution russe et depuis des années nos cours d'histoire, je pense en particulier au cours de troisième bien évidemment, sont complètement détournés, ce sont devenus de véritables cours de propagande, pour ne rien en cacher. Aujourd'hui, dans tous les cours d'histoire, c'est URSS, Allemagne nazie, même combat, on les place sur le même plan. Il n'y a d'ailleurs pas que là que c'est fait aussi à l'Union européenne, puisqu'il a été reconnu que le 23 août est une journée de lutte contre les totalitarisme stalinien et nazi, d'accord. Le 23 août, je rappelle que c'est la journée du pacte, de la signature du pacte germano-soviétique, qui n'est pas du tout un pacte d'alliance, bien au contraire. Et donc aujourd'hui, que ce soit au niveau politique ou que ce soit donc dans nos livres d'histoire, on a complètement renversé l'histoire. Et c'est tout le travail des historiens aujourd'hui que de reprendre les archives et de démontrer toute la falsification, tous les mensonges historiques. Ça fait des années qu'on nous rabâche que les élèves peuvent trouver tout seuls à travers les documents, les idées à extraire. Évidemment, tout dépend des documents qu'on leur donne sous les yeux. Parce que si on ne leur donne qu'un seul et unique document, ils n'extrairont que la seule et unique idée qu'on veut bien leur faire trouver. Or, le propre de l'histoire, c'est précisément la comparaison des documents. C'est aussi, moi ça je le constate toujours, savoir raconter, savoir faire vivre. Le savoir raconter passe forcément par l'émotion, mais c'est aussi savoir raconter des processus historiques, montrer comment on en est arrivé là, pour qu'on comprenne mieux. Et écoutez, celui qui ne comprend pas son passé ne peut pas comprendre son présent et encore moins son avenir. Donc, c'est pas seulement faire passer de l'émotion, c'est aussi
d'écrire des processus historiques. Voilà, je reviens au pacte germano-soviétique, la façon dont il est enseigné. Là, on ne parle pas seulement d'émotion, on parle d'une analyse historique. Je ne parle pas d'une analyse politique, je parle d'une analyse historique. Quand on analyse les documents, je dis bien les documents, qu'ils soient des documents anglais, allemands, français, etc. C'est le croisement de ces documents qui montre qu'aujourd'hui, la façon dont il est enseigné, enfin, dont ce pacte est enseigné, la façon d'enseigner est fausse et mensongère. Donc, raconter effectivement l'histoire des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, bien évidemment, c'est passer par l'émotion. Excusez-moi, je préfère, puisqu'on est à Nice, faire un tout petit rappel de Max Barrel, le fils de Virgile Barrel, qui est mort alors qu'il était tout jeune. La dernière fois que son enfant l'a vu, le gamin avait 5 ans et son père a disparu. Il est allé lui aussi se battre à Lyon. Lui aussi, comme mon père, a été torturé par Klaus Barbie. Ils l'ont plongé dans une baignoire, ils l'ont ébouillanté. Il est mort dans des souffrances absolument épouvantables. Alors oui, si on ne veut pas jouer sur le pathos, et puis l'émotion, d'accord, mais ça, si on ne le raconte pas, on ne sait pas ce que sont capables de faire des gens qui sont de véritables ennemis sociaux et qui peuvent effectivement, pour sauver leur bien, pour sauver leur pouvoir, ce qu'ils sont capables de faire. Alors oui, là on passe effectivement par un grand sentiment d'émotion quand on songe à Max Barrel ou à tous les camarades, les 52 camarades de mon père qui sont morts comme Max sous la torture, sans avoir lâché un seul mot. À la fête du château, vous allez en profiter pour débattre et informer, peut-être pour discuter sur le stand du PCF de la section grassoise. Écoutez, je ne connais pas, parce que moi j'habite, comme je vous l'ai dit, dans la région parisienne, donc je ne connais pas le centre PCF, mais c'est vrai qu'on va reparler effectivement, probablement, et je l'espère, des combats qui sont à mener, parce que je voudrais leur montrer qu'ils se situent, et je pense qu'ils le savent, dans le droit fil de ce grand parti qui a été le Parti communiste des années 30 et des années 40, qu'aujourd'hui on dénigre tant et plus, y compris l'histoire de ce grand parti. Et j'ai été amenée à rencontrer des militants qui ne connaissent plus l'histoire du parti, qui ne la connaissent qu'à travers les horreurs qu'on veut bien leur débiter dans les émissions de télévision, de façon écœurante, et eux-mêmes sont déstabilisés par rapport à l'histoire de leur parti. Et je voudrais leur montrer qu'ils sont à la fois les descendants de ce grand parti politique. Voilà ce qu'il a été, vous en êtes les descendants. Voici, je vais reprendre pour terminer la phrase du jeune Guy Moquet qui a été fusillé à 17 ans. Et ce jeune Guy Moquet qui disait « Soyez dignes, vous qui allez rester vivants, soyez dignes de nous les 27 qui allons mourir. » Oui, il faut rester digne d'eux. Et pour cela, il faut continuer le combat. Il ne faut pas croire que les falsifications aujourd'hui de l'histoire dans laquelle nous sommes et que nous contribuons à faire sont des vérités historiques. Excusez-moi, je terminerai en disant non, l'Union européenne n'est pas la fin de notre monde. Non, ce n'est pas vers ça qu'il faut aller. Non, il n'y a pas d'Europe sociale à l'intérieur de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Et si on n'en sort pas, on en mourra. Donc le combat de nos camarades communistes aujourd'hui doit être de montrer la réalité des faits comme l'ont fait nos ancêtres à l'époque et de façon à ne pas se laisser porter par les mensonges des médias, de la télévision, des journaux, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Gilda Landini, historienne, auteure du livre Le fil rouge paru aux éditions Delga, un livre à lire en urgence.